Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire du Club CIC International consacré aujourd'hui au Digital Trade Finance. Donc, je suis Pascal Bouvet, je suis le responsable du Club CIC International. Vous avez vu en lancement de cette présentation une vidéo qui revenait sur notre événement Connexion du 21 mars dernier à Paris. Devenir adhérent du Club CIC International, c'est bien sûr participer à ce type d'événement, c'est aussi participer à des réunions entre adhérents en région, un peu partout en France. Vous avez l'agenda sur le site du club. C'est bien sûr avoir de la documentation et des synthèses sur les activités internationales du CIC, avoir accès au bureau de représentation du groupe et à CIC d'export. C'est de la formation. En un mot, devenir adhérent du Club CIC International, c'est rentrer dans une communauté de 1200 entreprises aujourd'hui, et même un peu plus, soit 2500 personnes actives à l'international, et je dirais se développer et s'entraider au sein de cette communauté. Voilà le préambule que je voulais faire aujourd'hui, à un moment donné où, en effet, le digital est quand même une part importante, et on va y revenir, de l'activité. Elle touche tous les secteurs d'activité, bien sûr. Et donc, nous-mêmes, le trade, et on va en parler sur l'heure qui vient, mais bien sûr aussi la prospection, par exemple. Nous mettons en place une prospection LinkedIn, évidemment digitale, et nous faisons une formation en 2 étapes, le 24 avril à distance et le 27 juin physiquement. Nous avons encore des places, rejoignez-nous pour ce type de formation. Voilà ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet. C'était une présentation du club un peu plus générale. Vous le savez, nos webinaires, ils traitent plusieurs sujets en fonction de l'actualité, en fonction des opportunités pays, en fonction de l'actualité financière. Aujourd'hui, on a choisi, et j'ai un grand plaisir vous présenter celui sur le Digital Trade Finance, avec nos 2 intervenants du jour que je vais tout de suite vous présenter. Tout d'abord, on a le plaisir d'avoir avec nous Chung Le, qui est Head of Credit Management et Trade Export chez PAM. Bonjour Chung. Bonjour. Et qui sera le témoin, l'adhérent témoin de cette présentation. Vous savez qu'il y en a toujours un, et c'est aujourd'hui Chung qui fait office de témoin et qui nous parlera de l'expérience qu'il peut avoir sur le digital trade. Et puis on a le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Michel Pissis, qui est le responsable des back-office et des CMI, comme on dit chez nous, les centres de métiers internationaux. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Qui, pour nous parler de ce point qui est important, comme je vous le disais, on peut imaginer que le trade finance est un peu à l'écart du digital. On va essayer aujourd'hui avec Jean-Michel et avec Chung vous montrer où on en est et quel espoir les gens qui font du trade peuvent avoir sur le sujet. Avant de lancer le webinaire, simplement vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et donc, à l'issue de la présentation qui devrait durer de l'ordre de 45 minutes, évidemment, nos spécialistes répondront à vos questions. L'objectif étant, si jamais on n'avait ni le temps ni la capacité de rentrer dans trop de détails, de pouvoir, bien sûr, vous pourrez avoir leurs coordonnées, nos coordonnées, pour pouvoir y répondre. Sachez aussi 2 choses. D'abord, si vous avez vu sur la vidéo de connexion, c'est assez amusant. On s'en est rendu compte lors de la préparation de ce webinaire que l'un comme l'autre de nos intervenants était le 21 mars à Connexion. Bon, il y avait quand même beaucoup de monde, plus de 250 personnes, mais tous les 2 sont dans la vidéo. Donc c'est assez amusant. C'est pas voulu, mais c'est comme ça. Et voilà. Et dire aussi que Chung fait partie des 150 adhérents aujourd'hui qui nous ont rejoints sur l'app du club. Et donc vous pouvez, en tant qu'adhérent, si vous êtes adhérent du club, avoir accès à cette app, une app de discussion et d'échange, et donc échanger avec lui directement. Voilà. J'en ai fini pour ma part.
Nous allons lancer ce webinaire et tout de suite, je vais donner la parole à Jean-Michel Pissis. Jean-Michel, eh bien, la question elle est posée, où est-ce que nous en sommes du digital trade? Je te donne la parole. Merci Pascal. Du coup, effectivement, on va essayer aujourd'hui de faire un petit tour d'horizon de ce qui fonctionne moins bien, où on en est, ce sur quoi il y a eu des avancées et ce sur quoi il reste encore un bout de chemin à parcourir dans le domaine du digital. Et on va essayer aussi de distinguer qu'est-ce qu'on entend par digital. C'est le mot à la mode dernièrement, mais on verra que c'est pas que dernièrement, mais il y a beaucoup de publications actuellement qui sortent sur le domaine du digital, du trade finance digital, des articles, des conférences. Et voilà, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est avec l'aide de Chung par la suite, c'est de faire un peu le tri en fait dans tous les différentes informations et sources d'informations qu'on peut avoir sur le sujet aujourd'hui. Comme on l'a évoqué, en fait, c'est le sujet qui revient sur le devant de la scène en 2024. Pour autant, c'est pas un nouveau sujet 2024. La digitalisation du trade, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on en parle, ça fait un certain nombre d'années qu'on essaye d'avoir des avancées. Et du coup, ce que je vous propose sur ces slides, en fait, c'est refaire un petit tour aussi sur ce qui a été déjà lancé, ce qui devait en fait permettre de franchir un cap, et ce qui n'a pas aujourd'hui forcément tout le temps donné en fait les résultats attendus. Je vous ai mis entre autres, par exemple, au niveau des règles de la Chambre de commerce internationale, il y a des règles qui étaient sorties il y a maintenant une dizaine d'années en fait, qui devaient révolutionner le trade finance, qui étaient présentées comme telles et qui devaient permettre de digitaliser l'ensemble des opérations. C'était les banques paiement obligations. Pour faire assez synthétique, ce corps de règles, en fait, c'était un travail commun entre la Chambre de commerce internationale et SWIFT. Et en fait, ça reposait sur des échanges de données informatiques. Pour schématiser, un contrat en fait entre un acheteur et un vendeur, chacun mettait des données d'entrée et de sortie sur une plateforme Swift. Swift reposait sur un système qu'on appelait le smart contract, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les données attendues en entrée et en sortie étaient matchées sur la plateforme Swift, ça déclenchait un paiement. Ça devait reposer donc sur un système Swift, sur un système avec des banques adhérentes. Et en fait, c'est un système qui n'a pas marché. Il y a eu en fait une révision des banques paiement obligations aussi il y a quelques années par la Chambre de commerce. Pour autant, c'est un système aujourd'hui qui est abandonné. Ces règles existent toujours. Swift, par contre, a abandonné, lui, la technique des smart contracts. Donc, c'était peut-être un système qui était un peu en avance sur son temps, mais c'est un système aujourd'hui sur lequel on ne peut pas espérer faire des opérations. On a aussi la même chose sur certaines plateformes qui ont existé. Alors, je vais faire une plateforme WeTrade que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il y avait 17 banques européennes à la base en fait qui avaient créé un consortium pour digitaliser en fait des opérations. Donc, ils s'étaient affranchis de certaines difficultés puisque sur cette plateforme en fait on pouvait traiter uniquement des opérations européennes. Là aussi, on avait des données d'entrée sur la plateforme, c'est-à-dire qu'un acheteur en fait dématérialisait quelque part son contrat en données sous la plateforme. Sur la plateforme étaient logués aussi des transporteurs routiers ou des expressistes type DHL. Et en fait, à partir du moment où l'expressiste ou le transporteur donnait l'information sur la plateforme attestant que la livraison était effectuée, il y avait un paiement qui se déclenchait. Il y avait aussi la possibilité pour une des parties de demander un financement. Là aussi, en fait, moi je trouve que le concept était intéressant. Pour autant, en fait, aujourd'hui, ça n'a pas pris, cette plateforme n'existe plus et ce consortium n'existe plus. Et là aussi, en fait, c'est une tentative de digitalisation du trade qui a disparu aujourd'hui. Vous avez tous aussi, j'en suis sûr, entendu parler de blockchain. La blockchain devait permettre de digitaliser le trade. C'était le progrès technique qui devait nous permettre en fait de réaliser toutes nos opérations. Aujourd'hui, la blockchain est un système qui fonctionne toujours. C'est un système, pour faire très simple, les systèmes informatiques aujourd'hui, standard, fonctionnent de manière pyramidale, c'est-à-dire qu'on a un serveur maître et des sous-serveurs. La blockchain, l'idée, c'est de recopier sur autant de serveurs qu'on a d'intervenants les données d'une opération. Ça peut poser quelques problèmes écologiques aujourd'hui aussi. Et la blockchain aujourd'hui n'est pas un système abandonné, n'est pas un système qui ne servira pas dans le domaine du trade, de la digitalisation.
Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus présenté forcément comme le système miracle, comme ça l'a été il y a quelques années. Pour autant, on a encore des tas de consortiums qui existent encore, avec des R3, enfin le consortium R3 par exemple, qui reposait sur la blockchain, des consortiums dans différentes zones géographiques aussi. On a aussi certains fournisseurs de services qui sont spécialisés sur une partie de l'opération de trade. Je vais prendre l'exemple de Mitigram qui propose en fait de mettre aux enchères quelque part des confirmations de crédit documentaire. Vous êtes client, vous allez recevoir un crédit documentaire export, vous avez besoin d'une confirmation. Et en fait, via cette plateforme, en fait, la plateforme interroge les différentes banques adhérentes pour savoir en fait quel va être le taux appliqué, quel est le taux le plus intéressant. Et vous, ça vous permet par la suite, sur cette plateforme, de sélectionner la meilleure offre. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent dans la digitalisation du trade. Mais aujourd'hui, on n'a pas un système global qui règle l'ensemble de l'opération. Si on passe sur la suivante, merci. Pour autant, au niveau de la digitalisation, il y a des solutions en fait aujourd'hui qui existent sur certains éléments de la chaîne de conclusion d'un contrat. En digitalisation, il y a des choses que vous utilisez déjà et qui fonctionnent. Les services en ligne de la banque, le e-banking. Côté CIC, on a le système Fieldbank, côté Crédit Mutuel Cybermut. C'est aujourd'hui, en fait, vous avez la possibilité de demander des émissions de garantie, des émissions de crédit documentaire, de consulter des documents en ligne sur la banque à distance d'une banque. Soit ça fonctionne en e-banking en système propre, soit ça fonctionne en solution multibanque. On a aujourd'hui des fournisseurs, je vais citer, je ne sais pas, Surcom, Finastra, Global Trade, qui proposent des solutions en fait, qui permettent à une société ou à un corporate d'avoir en fait suivi sur sa même plateforme l'ensemble des éléments du trade qui concernent l'ensemble des banques du corporate, c'est-à-dire des banques françaises, des banques européennes, des banques étrangères. Et en fait, sur sa console, le client aujourd'hui peut piloter l'ensemble de son activité bancaire, mais plus pour ce qui est suivi de dossier, demande de dossier, que réalisation propre d'une opération. On a aussi une vraie avancée dans tout ce qui est documents électroniques. Aujourd'hui, c'est devenu quand même assez standard de signer des documents de manière électronique, que ce soit des documents bancaires ou pas, des documents douaniers. Et donc ça, aujourd'hui, ce sont des éléments en fait qui fonctionnent et qui font partie des éléments de digitalisation d'une opération de trade. Pourquoi aujourd'hui aussi en 2024 on parle de digitalisation? Déjà aujourd'hui c'est devenu un impératif, on a un impératif à avancer sur la digitalisation. Le premier impératif, c'est un impératif écologique. On ne peut pas continuer, j'allais dire, à échanger autant de documents papier pour une opération d'exportation, d'importation. Qui dit papier, qui dit abattre des arbres, on a tous des politiques RSE, responsabilité sociale et environnementale, et aujourd'hui, on a tous une volonté de diminuer notre empreinte carbone, notre impact écologique, et la digitalisation du trade doit permettre de réaliser ces opérations. On a aussi un besoin que les transactions s'accélèrent. La vitesse du commerce international s'est accélérée. Le domaine du transport a fait des progrès énormes entre le moment où les règles relatives au commerce international ou la création d'un bill of lading ont été mises en place et la réalité du transport aujourd'hui en 2024. Tout va plus vite. On ne peut plus se permettre, par exemple, je vais prendre une règle crédit documentaire, d'avoir un délai de présentation de 21 jours qui correspondait à un délai de transport moyen au moment de la publication des règles. Aujourd'hui, un délai de transport de 21 jours, comment on dit, notre marchandise, elle peut presque faire 2 fois le tour de la planète. Donc ça, c'est plus cohérent non plus. On a aussi une vraie digitalisation dans les ports. En fait, tout a été automatisé dans de nombreux ports. Tout ce qui est gestion de containers, repérage de containers, transport du container entre le quai de chargement et le transporteur routier. Donc là aussi, en fait, on a accéléré tout ce qui est chaîne logistique. Il va falloir aussi que la chaîne finance, banque, du coup, accélère ou se digitalise pour répondre aussi aux défis que nous pose cette avancée en domaine logistique. Et puis, on a tous en mémoire, malheureusement, qu'il y a quelques mois maintenant, bientôt quelques années, heureusement, on a tous été confrontés à un petit virus qui a tout remis en cause, en fait, nos organisations, qui a remis en cause la possibilité de transférer des documents d'un pays à un autre,
qui a remis en cause aussi nos manières de travailler. Aujourd'hui, je pense qu'on a un certain nombre d'entre nous, même présents à ce chat, qui sont à domicile en télétravail. Donc là aussi, en fait, tout ce qui est digitalisation des opérations de commerce, on en a besoin pour s'adapter aussi aux modes de travail qui ont évolué aussi. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri non plus que demain, un virus se représente à nouveau et qu'on doive à nouveau dématérialiser nos opérations et ne plus pouvoir s'appuyer sur des documents papier, sur des fournisseurs expressistes qui transfèrent des enveloppes d'un pays à un autre. Donc là aussi, on a un impératif de préparer potentiellement l'avenir. L'intérêt aussi, ces impératifs-là, ils ont tous des avantages, mais l'impératif majeur, ça reste aussi un impératif de gain financier. Et on estime que la digitalisation du trade finance, d'ici 2030 en France, ça pourrait réaliser un gain économique d'environ 3 milliards 800 millions d'euros. Donc là aussi, outre les aspects écologiques, environnementaux, de santé et de digitalisation et d'accélération du transport, on a aussi et surtout un aspect financier, et ce qui permet aussi de faire les investissements aujourd'hui, puisqu'on sait que demain, il y aura du gain. Pour autant, si on revient à la réalité des opérations, sur 2022, il y a eu 4 milliards encore de documents physiques, papier échangés pour des opérations de trade. Si on revient sur la petite photo slide avec la photo de la forêt, ça fait quand même un certain nombre d'arbres en fait abattus pour réaliser nos opérations. Et sur ces 4 milliards de documents échangés, il y avait seulement 0,1% des documents qui étaient dématérialisés. Donc là aussi, la marge de progression et le gain économique, il est énorme. On n'est pas obligé d'aller à une dématérialisation de 100% des transactions pour déjà avoir du gain économique. Si on avait un objectif de passer à 20% des transactions, par exemple, ou 10% des transactions digitalisées d'ici 2 ou 5 ans, on aura déjà tous un gain économique. En moyenne, nous, on constate qu'on a environ 40 documents papier par transaction, mais pour la transaction bancaire. Donc, ça veut dire qu'à côté, on a autant de documents pour la chaîne logistique, pour potentiellement la chaîne douanière, pour potentiellement des documents d'assurance, etc. Donc là aussi, le nombre de documents, il est énorme. Si on prend un process d'une lettre de crédit papier, on estime qu'aujourd'hui, le process, il est entre 12 et 15 jours en moyenne. Si on passait en fait à un process digitalisé, le process pourrait être amené à une durée moyenne de 72 heures. Donc là, on voit aussi que le gain en termes de temps, il est énorme. J'ai pris aussi comme élément en fait une étude relative à l'expédition de containers du Kenya à destination des Pays-Bas qui avait été réalisée en 2014. En fait, sur cette étude, on estimait que plus de 30 personnes ou organisations avaient été impliquées dans la réalisation de l'opération et qu'il y avait eu plus de 200 interactions entre les différents intervenants, entre le départ de la ferme et la vente dans les magasins. Et du coup, on estime que sur cette opération documentaire, en fait, il y a eu une durée d'implication de 34 jours hommes, donc ce qui est énorme pour une simple opération de vente de roses. Donc là aussi, la digitalisation, ça doit permettre d'accélérer et de diminuer le nombre de personnes impliquées dans une opération et de faciliter les interactions entre les différents intervenants et d'en limiter le nombre. Pour autant, on a encore de nombreux défis à relever. Puisque déjà, le premier défi, c'est qu'effectivement, on est sur du commerce international, trade finance international, donc il faut que tout le monde puisse avancer en même temps. Il ne suffit pas qu'en France, en fait, on avance sur une donnée, un élément. Il faut que cet élément sur lequel on a avancé, il avance de la même façon dans le pays dans lequel on va commercer. Et dans l'idéal, il faudrait qu'il avance de la même façon dans tous les pays d'une même zone géographique, voire encore mieux, dans tous les pays qui font du commerce international. Donc là aussi, c'est une vraie course d'obstacles et on n'avance pas tous à la même vitesse. Il y a certains intervenants du trade qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Et le problème, ce qui compte, c'est pas forcément qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus avancé que les autres, c'est qu'à un moment donné, on arrive tous ensemble à la ligne d'arrivée. Et là aussi, on va voir que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Qui dit digitalisation aussi dit potentiellement risque de fraude. Donc, il faut aussi prendre en compte cet élément. Aujourd'hui, frauder une opération de crédit documentaire simple,
ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va frauder une seule opération. Si demain, les opérations sont digitalisées et mises ensemble sur un même serveur, pour le fraudeur, au lieu de frauder une opération, potentiellement, il pourra frauder 2000, 3000, voire 5000 opérations en même temps. Et là, du coup, on va être dans le viseur des fraudeurs. On a besoin d'une évolution des règles. Les règles de la Chambre de commerce internationale sur les crédits documentaires, par exemple, elles datent de 2007. On a des règles qui sont sorties relatives aux crédits documentaires dématérialisés. Par contre, aujourd'hui, on est encore dans une espèce de dichotomie entre je fais une opération 100% digitale ou je fais une opération papier. Je pense qu'on aura besoin d'arriver aussi à un mixte entre ces deux règles en disant que déjà dans un premier temps, dans une opération papier, je peux avoir une partie digitalisée. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, les règles aujourd'hui régissent encore, on a tout un article et dans les PBIS aussi relatif à cet article, relative en fait à ce qu'on doit déterminer comme étant une copie ou ce qu'on doit déterminer comme étant un original. Pour autant, aujourd'hui, simplement avec votre smartphone, vous faites un scan de document, vous l'imprimez en couleur, je défie quiconque de savoir si c'était un original ou pas. Donc là aussi, on a besoin que les règles évoluent sur ce plan-là. Un élément aussi qui peut être un peu comique, on a toujours la notion de pli cartable, par exemple, quand on ouvre des crédits documentaires, avec des documents dans l'idée qui transiteraient en fait dans le coffre fermé dans la cabine du capitaine. Et donc, on demande encore en sécurité que certains documents transitent par pli cartable. Aujourd'hui, la réalité du pli cartable, c'est plus du tout ça. Donc, en fait, là aussi, il y a des choses à faire évoluer. On a besoin que l'ensemble du corps judiciaire évolue et du corps légal évolue dans l'ensemble des pays. Et on a besoin, le petit schéma au milieu, en fait, que tous les éléments, tous les acteurs du système du trade puissent communiquer entre eux. Ce qui signifie aussi qu'ils puissent avoir, en fait, des moyens de connexion, des moyens d'échange qui soient normés, universels entre guillemets, ou en tout cas qui puissent être facilement traduits d'un intervenant à un autre. C'est ce qu'on va appeler tout à l'heure, on fera un petit zoom là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Pour autant, il y a eu des éléments, en fait, des éléments très importants en fait qui sont intervenus et qui ont permis de poser, les bases de fondation en fait d'une réelle avancée dans la digitalisation du trade. La première, en fait, le premier de ces éléments, c'est la MLOTR, Model Law on Electronic Transaction. En fait, pour faire assez schématique, c'est un modèle de loi qui a été promulgué au niveau des Nations Unies, qui pour autant n'est qu'un modèle de loi et un élément des Nations Unies, ce qui veut dire que chaque pays doit le transposer dans son droit positif. Donc cet élément, en fait, ça a posé quand même des grands principes en fait pour tout ce qui est digitalisation. Alors notamment une neutralité technologique, c'est-à-dire qu'on part sur l'idée que c'est pas une norme qui aujourd'hui va prendre le dessus sur les autres. Il faut que l'ensemble des normes techniques puissent rentrer dans cette loi. Une équivalence fonctionnelle. On part dans l'idée aussi que les documents digitaux ou les transactions digitales doivent avoir la même valeur que les transactions qu'on faisait aujourd'hui au niveau papier. Une notion de fiabilité, et là on va rejoindre aussi notre notion relative à la fraude. Une utilisation pratique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à remplacer un document transférable par un document papier par un document transférable électronique et inversement. Et une reconnaissance transfrontalière, il faut que le document garde la même valeur juridique s'il est dématérialisé, une fois qu'il est en France, une fois qu'il est en Asie ou une fois qu'il est en Afrique. Il ne faut pas que chaque pays local ou chaque zone géographique locale donne une valeur différente à ce document. Ce modèle de loi, il a été sorti, du coup, il a été promulgué en 2014. Pour autant, aujourd'hui, il y a seulement 7 États en fait, qui l'ont transposé dans leur droit positif. Alors, il y a des avancées, il y a beaucoup d'États en fait, qui sont en cours de travaux pour le transposer, mais à la base, il n'y avait que 7 États. Et si je vous cite quelques États, je pense que ce n'est pas les pays avec lesquels vous faites le plus de transactions aujourd'hui, puisqu'on pourrait citer dans les premiers pays à transposer la règle, on avait le Belize, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ce n'est pas des acteurs majeurs, malheureusement, du trade finance. Donc, c'est très bien parce qu'ils ont été réactifs et ils ont donné des éléments qui peuvent permettre à d'autres pays de les suivre. Mais c'est vrai que, sans porter de jugement de valeur, ce ne sont pas les acteurs majeurs du trade finance et ce ne sont pas les pays qui vont révolutionner le trade finance.
Il n'y a pas tellement d'enjeux, en effet, sur ces pays. Non, A j'ai priori, pas compris quel était après ce qu'on en leur sait. marché primaire. Mais cette loi, du coup, cette MLETR, en fait, elle a une vocation, c'est de créer une réelle accélération juridique pour la transposition et l'évolution des droits positifs en matière de digitalisation des opérations. On peut prendre quelques exemples. Donc le règlement IDAS, en fait, donc c'est un règlement européen qui vise à instaurer un mécanisme de reconnaissance mutuelle des moyens d'identification électronique des États membres sur l'ensemble des services en ligne, en s'appuyant sur des données sécurisées et harmonisées. Là aussi, on veut éviter que chaque pays État membre de l'Union européenne fasse sa propre norme et qu'on arrive rapidement en fait à une norme européenne. Donc ça a des intérêts aussi. Le code des douanes aussi, qui en 2023, dans sa version, en fait, reconnaît la même valeur juridique aux documents douaniers dématérialisés qu'aux documents douaniers papier. On a une transposition aussi, alors qui est imparfaite de la MLETR, mais au Royaume-Uni, qui a permis en fait de rentrer dans le droit positif des corps de règles, on va dire, relatifs en fait aux documents de transport dématérialisés. Donc là aussi, c'est une avancée. Et si on reprend aussi l'historique, le Royaume-Uni, c'est quand même, j'allais dire, le pays précurseur pour ce qui était opération de trade, et une grosse partie de la réglementation maritime repose encore sur des droits relatifs, des droits issus pardon, du Royaume-Uni. On a la possibilité de dématérialiser aujourd'hui des CMR. Tous les transporteurs routiers en fait ont la possibilité de dématérialiser la CMR, et on crée des normes pour dématérialisation de la CMR. On a aussi des avancées, donc pas qu'en Europe, et c'est ça ce qui est intéressant aussi. En Corée, en fait, on a des règles, des normes en fait, qui sont sorties pour la digitalisation des opérations relatives au commerce international. On a aussi une volonté, le CPTPP, alors je vous ai mis dessous les États membres aussi dans la zone asiatique, donc qui sont partis sur l'idée d'un partenariat transpacifique global pour établir en fait un traité de libre-échange dans 11 pays de la zone Asie-Pacifique. Et là aussi, en fait, ils ont pris l'engagement de digitaliser leurs opérations et d'arriver à 50% de digitalisation à brève échéance. Donc, ils avancent sur la zone Asie-Pacifique. Après, on avance en Europe, on avance en Asie. Faut espérer qu'on arrive sur les mêmes normes et qu'à un moment donné, en fait, on pourra aussi avancer sur des opérations de grand export entre Europe et Pacifique. On a aussi le Code civil allemand qui, en 2024, en fait, a intégré des articles relatifs à la digitalisation des opérations et qui a reconnu, en fait, aux documents dématérialisés les mêmes valeurs juridiques que les documents papier. Donc, on a une formidable accélération juridique dans de nombreux pays, dans de nombreuses zones, issues de la MLETR pour permettre demain de digitaliser l'ensemble des opérations. On a aussi un certain nombre d'acteurs, vous en connaissez, chacun en connaît quelques-uns, qui, depuis un certain nombre d'années, en fait, agissent dans le domaine du trade. Alors, on a des plateformes, on a des groupes d'utilisateurs, on a l'intelligence artificielle aussi, qui permet aussi d'espérer des avancées dans les digitalisations. Et moi, je voudrais attirer votre attention sur un petit groupe qu'on appelle les connecteurs, que je trouve intéressant. Ça rejoint le défi tout à l'heure qu'on évoquait, relatif à l'interopérabilité des opérations. L'avantage de ces sociétés, c'est qu'ils se basent, eux, justement, ils ne sont pas là pour établir une norme universelle, ils essaient de faire en sorte que chaque norme puisse communiquer avec chaque norme et que chaque système informatique puisse connecter avec un autre système informatique. Je vous ai mis un petit écran sur la gauche que vous connaissez tous, puisqu'on a tous un PC aujourd'hui. L'idée de l'interopérabilité, en fait, c'est savoir comment faire rentrer un câble VGA dans un câble HDMI, comment faire rentrer un câble HDMI dans un câble vidéo. Et vous faites tous des présentations, vous arrivez tous à des réunions, et on a tous un petit peu le stress avant une réunion de savoir, en fait, est-ce que le système informatique qui va être mis en place, je vais pouvoir le connecter sur mon PC. On a de plus en plus, justement, ces fameux petits connecteurs, en fait, ces fameux comment dire ça, translateur quelque part, un traducteur, qui permettent justement de traduire ce qui sort d'un câble VGA, de le traduire pour que ça rentre dans un câble. Adaptateur, merci. Donc du coup, l'intérêt de ces sociétés connecteurs, c'est, je pense que ça va faire avancer, et ça le fait déjà en fait, avancer singulièrement
la digitalisation, puisque du coup, ils ne sont pas là en fait pour effacer les autres acteurs, ils sont là pour permettre à tous les acteurs de travailler ensemble. On a aussi une certaine maturité du marché parce qu'on voit aussi une certaine concentration des plateformes. On a de plus en plus de plateformes qui rachètent d'autres plateformes et du coup, on a une limitation du nombre d'acteurs et à partir du moment où on aura cette limitation du nombre d'acteurs, on arrivera à dégager une certaine norme puisque l'acteur en fait sera devenu un peu on ne va pas aller jusqu'au monopole parce que ce serait mal vu, mais ce sera un acteur majeur du marché et qui du coup en fait va permettre d'avoir de plus en plus d'utilisateurs sur la même norme et du coup de faire avancer réellement la digitalisation. On a la chambre de commerce qui est actrice aussi pour tout ce qui est intervenant, en sortant beaucoup de normes en fait, de normes en réunissant différents acteurs en fait pour sortir des normes, pour permettre aussi à toutes les plateformes d'avoir déjà des normes préétablies et éviter que chaque plateforme génère son propre langage, sa propre norme. Donc ça aussi c'est intéressant parce que si demain tout le monde travaille sur la même norme, on avancera beaucoup plus vite. Un élément aussi qui est à prendre en compte, c'est qu'on est passé d'initiatives individuelles. Alors je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, pour ce qui est de la dématérialisation du Bill of Lading, on a CMA-CGM qui a été aussi un des premiers acteurs à proposer la dématérialisation du Bill of Lading. Pour autant, la solution que proposait initialement CMA-CGM, ça permettait effectivement de dématérialiser le connaissement maritime, mais dans une notion de transport entre CMA et CMA. C'est-à-dire entre le bateau partait de Marseille, le transport était fait par CMA-CGM, arrivait en Chine et le transitaire était aussi dans la sphère CMA-CGM et effectivement, ça permettait de dématérialiser l'opération. Mais quelque part, dans un premier temps, c'était plus j'imprime pas mon BL à Marseille, j'envoie, je synthétise et je caricature, mais j'envoie presque un mail en fait à Singapour quand le bateau est arrivé pour que ce soit l'agence CMA-CGM à Singapour qui imprime le BL. Donc c'était une initiative intéressante, ça permet de faire avancer les choses et je pense qu'il ne faut pas négliger ces opérations parce que justement, il faut partir de choses simples si on veut arriver demain à des choses complexes. Il ne faut pas imaginer que dès le départ, on va digitaliser l'ensemble des opérations. Pour autant, ça restait des opérations limitées. Un élément aussi à prendre en compte, c'est qu'un document aujourd'hui électronique, on arrive en fait à l'authentifier tant qu'il reste électronique. C'est-à-dire que si le document d'électronique devient papier et après on essaie de le faire revenir en électronique, potentiellement on perd la sécurité attachée au document. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte et c'est un élément sur lequel il y a des vraies avancées. On pourra parler de Comgo, par exemple, qui permet aujourd'hui de sécuriser un certain nombre de ces documents. On a d'autres acteurs aussi, comme TradeFinex, comme CargoX, par exemple, pour si vous faites des importations dans certains pays, avec la possibilité d'obtenir des licences douanières en fait en digital à partir de votre ordinateur et du coup de plus envoyer forcément, par exemple, 50 documents en Égypte, mais de faire une demande en ligne pour avoir la licence d'importation en Égypte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'avancée de la digitalisation, en fait, les douanes ont plutôt été des précurseurs. Il y a eu beaucoup d'avancées dans le domaine digital au niveau des douanes, que ce soit des douanes françaises, que ce soit des douanes d'autres pays ou des douanes d'une zone géographique. La limite aujourd'hui, par contre, c'est que en fait, chaque acteur a avancé sa solution un peu dans son coin, de manière silo. C'est-à-dire que certains acteurs du transport maritime ont avancé sur la digitalisation, certaines douanes de certains pays ont avancé en matière de digitalisation, mais sans prendre en compte en fait les impacts sur les autres acteurs. Je reprends un exemple sur le crédit documentaire. Par exemple, le certificat d'origine, qui aujourd'hui est dématérialisé au niveau de la Chambre de commerce française. On ne fait plus quasiment de documents papier, et je crois que d'ailleurs, ils doivent le supprimer, la possibilité de le faire courant 2024. Pour autant, les règles de crédit documentaire n'ont pas évolué en parallèle. Donc aujourd'hui, on a un document qui est 100% digital dématérialisé au niveau du certificat d'origine, mais comme il n'y a pas eu un travail en commun avec la Chambre de commerce internationale, au final, on n'a plus la possibilité de présenter un document papier et par rapport aux règles de crédit documentaire, ça reste potentiellement encore un document irrégulier. Donc c'est tout l'intérêt du coup et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de passer d'initiatives individuelles à des démarches communes.
Et c'est ça qui est intéressant en 2024, c'est avec tous les impératifs qu'on a déjà évoqués et la volonté de l'ensemble des acteurs d'évoluer ensemble, on arrive à des vraies démarches. On va reprendre la digitalisation du connaissement maritime. Effectivement, c'est intéressant que CMA-CGM digitalise le connaissement maritime, avance en fait sur une solution. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant qu'on ait une solution globale de l'ensemble des transporteurs maritimes à travers l'initiative DCSA Digital, où en fait, ils prennent l'engagement d'avoir 100% des documents connaissement maritime dématérialisés d'ici 2030. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir, plutôt que d'avoir CMA, CGM, Maersk dans son coin et d'autres dans leur coin, que d'avoir l'ensemble des acteurs du commerce international qui travaillent ensemble. On a aussi des solutions qui évoluent au niveau de SWIFT. Aujourd'hui, les solutions de SWIFT, en fait, se bornaient quelque part à promouvoir le système SWIFT. C'est-à-dire que SWIFT a un système de communication interbancaire, a essayé à travers le 798 d'enrôler, en fait, de vendre le système et d'enrôler certains corporates dans les modes de communication SWIFT. Ça représente un certain coût pour les... Vas-y. Le 798, c'est MT 798 ? C'est MT 798. Alors, si je suis trop technique, je vais essayer de faire très simple aussi. Système, comment on va dire ça? Le SWIFT, on va dire que c'est une messagerie Outlook entre banques sécurisée. D'accord? Pour faire très simple. Simplement, pour pouvoir échanger des messages, il faut que les banques, en fait, échangent d'abord entre elles un certain nombre de documents et on a une sécurité qui est beaucoup plus importante offerte par SWIFT. Jusqu'ici, en fait, dans cette messagerie Swift Outlook, en fait, il n'y avait pas les sociétés. Donc, Swift a mis en place un système qui permet, en fait, aux sociétés de se loguer quelque part sur ce système de messagerie Swift et du coup, aux sociétés de communiquer avec les banques. L'avantage, surtout pour les sociétés, c'est pour les grosses corporates, c'était de dire qu'en fait, comme tout le monde a la même norme Swift, comme les banques fonctionnent sur le même système, en fait, ça permettait aux clients de communiquer rapidement avec l'ensemble de ces banques et de ne pas avoir une norme pour chaque banque. Donc, jusqu'ici, ça reposait sur un système SWIFT. Aujourd'hui, en fait, SWIFT travaille avec la Chambre de commerce internationale pour établir une norme, par exemple, en matière de garantie. Mais du coup, cette norme, elle est rendue publique en open source et en fait, va permettre à chaque acteur souhaitant intervenir sur le digital de prendre en compte cette norme-là. Et donc, là aussi, ça évite à chaque acteur de créer une norme et plutôt de s'appuyer sur une norme préexistante. Et si moi, demain, je suis une société qui intervient sur le domaine, je pense que je préfère m'appuyer sur une norme existante validée par la Chambre de commerce et par SWIFT plutôt que de me créer ma propre norme. On a aussi une avancée sur le petit slide, sur le petit pictogramme sur la droite. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a essayé d'établir une norme pour dire que une facture dématérialisée doit comporter telle donnée, un document de transport, telle donnée. Et là aussi, c'est éviter que chaque acteur géographique ou chaque acteur établisse sa propre norme. Donc ça aussi, c'est un vrai avantage pour accélérer la digitalisation. Le risque, effectivement, un gros enjeu, c'est la fraude. On l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les enjeux de la fraude, mais un des éléments aussi qui pourrait permettre aussi de déjouer la fraude et digitaliser en toute sécurité les opérations de commerce international, c'est tout ce qu'on appelle tokenisation. Alors là aussi, je veux pas être technique. Pour faire très simple, c'est aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un contrat, un contrat de vente. En fait, l'idée, c'est que ce contrat, il est dématérialisé en jetons. Et en fait, chaque acteur intervenant au contrat a quelques jetons en sa possession. Sauf que ce contrat, en fait, n'est juridiquement valable qu'une fois que l'ensemble des jetons sont réunis. Donc, ce qui permet au vendeur d'avoir quelques jetons, à l'acheteur d'avoir quelques jetons et à la banque d'avoir quelques jetons. Et potentiellement, une fois que chacun a accompli ce qu'il devait accomplir, l'ensemble des jetons sont réunis et le contrat redevient actif. Donc ça aussi, c'est un avancée, je pense, technologique, qui peut permettre en fait d'accélérer la digitalisation et en tout cas, c'est un élément qui permettra de le faire. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, et je sais que Chang l'avait écrit dans un article aussi il n'y a pas si longtemps que ça, on était du même avis, c'est tous les obstacles culturels liés aussi à la digitalisation. On est tous partants pour faire de la digitalisation,
mais on est tous encore beaucoup attachés au papier. Et je vais prendre juste un exemple récent. Il y a une révision de la Constitution sur le domaine de l'avortement. Et vous avez tous plus ou moins entendu parler de la cérémonie avec un sceau, une machine qui avait plus servi qui a servi 10 fois depuis 1789, un sceau à la cire pour marquer un document. On est en 2024, donc ça veut dire pour donner de l'importance au document, culturellement, on est encore sur du papier, de la cire, et on n'est pas sur des éléments technologiques. Ce qui est à prendre en compte aussi, c'est que si on digitalise, il va falloir qu'on puisse consulter le document de partout. Donc la couverture Wi-Fi, c'est important aussi. Il faut que l'ensemble des acteurs puissent facilement accéder aux documents dématérialisés. Et puis, un élément qui pourrait freiner la digitalisation, par contre, c'est qu'il ne faut pas profiter de la digitalisation pour une explosion des normes et du coup de contrôle de plus en plus important par les douanes, par le fisc ou par autres, pour contrôler les opérations, puisqu'on aurait accès à beaucoup plus de données qu'aujourd'hui et à beaucoup plus de données que sur des données papier. Où est-ce qu'on en est en France sur la question de la digitalisation? On a 2 rapports qui sont sortis récemment. Un rapport sur la digitalisation du commerce international fait par la Chambre de commerce internationale et un rapport Europlace. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez les consulter, ils sont faciles d'accès, honnêtement. Ils sont assez simples à appréhender. L'intérêt surtout, c'est que du coup, on a mis ensemble tous les acteurs, des corporates, des banques, les douanes, l'administration, et du coup, ça permet d'avancer ensemble sur une feuille de route. Et là aussi, l'idée, c'est d'aboutir à une loi transposant la MLETR en France, et du coup, d'avoir la base juridique pour, en France, pouvoir traiter des opérations digitales. Je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, je pense ce serait une erreur de partir dans une idée de digitaliser aujourd'hui 100% des opérations de commerce international et de chercher en fait des solutions pour digitaliser toutes les opérations. Il y a des solutions qui existent dans certains domaines. Je vais prendre les garanties bancaires pour répondre à un appel d'offres. Je pense qu'il faut avancer domaine par domaine, produit par produit, étape par étape, à chaque fois en ayant l'idée quel est le gain. Est-ce que je vais pouvoir accélérer mon financement? Est-ce que je vais avoir des économies? Si l'opération, en fait, ne représente pas de gain économique à être digitalisée, il ne faut pas se focaliser sur ces opérations-là. Si aujourd'hui, ces opérations ont un certain nombre d'obstacles encore juridiques ou autres, c'est pareil, en fait, il faut d'abord avancer en fait, sur des opérations qui sont éligibles aujourd'hui. Et l'idée, après, c'est de travailler par ruissellement. Et si certaines opérations sont digitalisées, on arrivera demain à avoir des éléments pour digitaliser l'ensemble des opérations. Et du coup, sur le sujet, je vais passer le bâton à Chung, puisque je sais que Saint-Gobain a commencé à travailler sur certains types d'opérations et certaines transactions sur des zones géographiques spécifiques. Tout à fait. Donc c'est mon tour, c'est ça, c'était la transition. Merci pour la transition. La parole. Absolument, absolument. Merci Jean-Michel pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat à la suite. Donc, comme je vous le disais, on a toujours le plaisir d'avoir un client témoin et c'est aujourd'hui Chung qui s'y colle. Chung, je vous laisse la parole pour présenter votre expérience sur le sujet. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Et apparemment, j'ai été repéré comme quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce sujet et effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse parce que la première fois j'ai entendu parler de la dématérialisation, en tout cas des tentatives, ça remonte à, je crois que c'était en 2005 et seulement depuis 2 ans, on voit une vraie accélération et on commence à voir les éléments concrets. Donc là, je suis très content et pour cette raison, donc je participe, comme c'est un sujet qui m'intéresse, je participe aux ateliers sur le marché pour travailler sur ce sujet-là et ça me permet de suivre aussi l'évolution et on a commencé des tests où on a identifié des corridors tests que j'espère pouvoir mettre en application dans les mois à venir. Donc c'est moi qui ai la main sur je peux passer. Je profite quand même pour faire un peu de pub pour Saint-Gobain PAM, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Saint-Gobain PAM, c'est une société du groupe Saint-Gobain, basée, le siège social est en France, à Pont-à-Mousson, d'où PAM.
On est basé en Lorraine, on exporte. C'est une société qui existe depuis presque 170 ans, qu'on exporte partout dans le monde. Et le crédit documentaire, entre autres, fait partie importante de nos opérations parce que notre politique de sécurisation, on va dire qu'elle est relativement stricte. On vend, on sert nos clients, on est au service de nos clients, mais on veut être payé d'une part et payé surtout dans les temps. C'est pour ça le moyen de paiement, lettre de crédit documentaire reste quand même un moyen qu'on aime bien de paiement, même si pour certains pensent que la gestion est un peu lourde, mais justement avec la digitalisation, ça devrait simplifier le processus. Le slide suivant, si vous voulez. Bien. Bien sûr. Donc là, ça permet de montrer où on se trouve, parce qu'on dit Pont-à-Mousson, mais où est-ce? Donc c'est pile au milieu entre Metz et Nancy, dans l'est de la France, en Lorraine, où est notre principale base industrielle avec nos usines. L'usine principale, c'est à Pont-à-Mousson. On peut passer suivant. Donc là, je vous présente la gamme de nos produits. Donc vous nous connaissez pour la partie visible en fait de notre activité. C'est si vous regardez les plaques d'égout, les plaques de télécom, vous voyez le logo comme sur l'image au milieu avec le pont et puis la marque PAM. Ce sont les produits de notre société. Mais ça, c'est la partie visible. Mais notre activité principale, ce sont les tuyaux en fonte ductile pour l'eau potable, pour assainissement. On fournit aussi des tuyaux pour l'industrie, pour les centrales hydroélectriques, pour l'irrigation. Mais c'est vraiment la partie là qui représente la majeure partie de notre activité. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine fois que vous marchez sur le trottoir. Regardez. En tout cas, nous, salariés chez PAM, on a cette déformation professionnelle. C'est que peu importe où on va, on regarde est-ce que c'est une plaque estampillée PAM ou pas. Même quand j'ai des collègues qui font du jogging dans la forêt, ils regardent, ils trouvent une plaque, ils font une photo, ils disent, c'est du PAM. Ça veut dire aussi on est fier d'appartenir à la société et vendre des produits de qualité et des produits solides qui durent dans le temps. Alors, pour la digitalisation, pourquoi moi personnellement je m'intéresse à ce sujet-là, mais au niveau de la société aussi, pourquoi on s'intéresse à ça? Comme disait Jean-Michel tout à l'heure, en 2020, il y a eu un petit événement qui a chamboulé la vie de tout le monde. Par malchance, on avait 2 grosses expéditions à ce moment-là pour presque 20 millions d'euros. Donc, dans un contexte où nous, les bureaux étaient fermés, les banques étaient aussi fermées ou en télétravail et très peu de personnes étaient sur site, les DHL ne délivraient pas ou ne venaient pas collecter ou ramasser le courrier tous les jours. Là, on s'est rendu compte que c'est quand même risqué. Qu'est-ce qu'on fait avec 20 millions, avec les produits fabriqués sur commande? Il faut quand même les charger. Et à ce moment-là, si on avait des solutions de digitalisation, ça aurait été beaucoup moins stressant pour nous. Parce que j'avoue que je n'ai pas bien dormi pendant cette période. Parce que 20 millions dans un contexte comme ça, déjà en temps normal, ce n'est pas rien. Mais dans un contexte avec autant de difficultés, c'est encore pire. Donc, mais heureusement dans tout ça, nous, on a commencé, on va dire, la dématérialisation de nos dossiers un peu avant. Donc, c'est-à-dire que on a arrêté les dossiers papier parce que avec les copies des documents d'expédition précédentes, on a arrêté bien avant. Donc, c'est au moment où on nous a dit, vous rentrez chez vous. Déjà pour les dossiers, on s'inquiétait pas parce qu'on avait déjà des dossiers scannés sur le serveur et notre service IT a vraiment très bien travaillé et ils ont pu fournir en fait les matériels et des accès et la capacité en fait pour qu'on puisse accéder à nos dossiers à distance très facilement. Donc heureusement, on avait ça pour réduire un peu nos difficultés. Mais il fallait quand même gérer les documents papier, quoi. Donc c'est juste le slide précédent, s'il vous plaît.
Donc là, vous voyez ici un résumé, les points, les principaux points, pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là, parce que il y a un enjeu de sécurisation, comme je disais, pour nous, parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est d'être payé. Donc, lettre de crédit, remise documentaire. Donc, aujourd'hui, ce sont des documents papier qui nécessitent, donc, ce qui implique les délais de traitement, comme disait Jean-Michel tout à l'heure. Nous, on doit prendre en compte aussi, bien sûr, la satisfaction du client. L'important, c'est que nos documents arrivent avant l'arrivée du bateau, pour limiter le délai d'immobilisation des bateaux, limiter le temps de stockage et les coûts de stockage. Donc, par conséquence, il y a quand même des enjeux financiers, que ce soit pour nous ou pour nos clients. Il y a aussi les enjeux financiers pour le financement. Donc, tant que nos documents ne sont pas reconnus, acceptés par notre banque et reconnus conformes et acceptés par notre banque, on ne peut pas demander de financement. Donc, plus l'opération, toute la préparation des documents, l'acheminement des documents et la vérification et reconnaissance de documents conformes, tant que cette période est longue, nous, ça retarde un peu le moment où on peut demander le financement. Donc là, il y a aussi un enjeu à ce niveau-là. Et bien sûr, enjeu RSE, nous, donc, pour certaines destinations, il y a des clients qui nous demandent 12 factures, tous les documents en 12 exemplaires. Donc, facture packing list, chez nous, comme on doit vraiment détailler par caisse, des fois, une facture, c'est 30, 40 pages. Donc, vous imaginez la quantité de papier. À chaque fois qu'on doit imprimer ça, j'avoue que j'ai un peu mal au cœur de voir autant de papier gaspillé, parce que derrière, on se demande ce qu'ils en font. Clairement. Donc, bien sûr, on parle aussi les cartouches, donc, il faut les imprimer, les documents. Et ensuite, les documents papier qu'on a chez nous, il faut les stocker aussi. Les dossiers papier, il faut les stocker. Pour les banques aussi, il faut les stocker, il faut les archiver. Ça entraîne aussi des coûts. En sachant que, ça fait 13 ans que je suis chez PAM. Les cas où on a dû ressortir nos archives, en 13 ans, j'ai eu un cas. Mais tout ça, on est obligé de stocker les stocks physiques, documents physiques, on est obligé de les stocker avec les coûts d'acheminement dans un centre d'archivage de Saint-Gobain. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là qui nous incitent. Pourquoi c'est ça qui nous motive de regarder la digitalisation. Donc, sur le slide suivant, vous voyez une opération. En moyenne, chez nous, c'est entre 21 et 25 jours, parce que on est très exigeant en termes de conformité des documents, donc ça prend du temps pour les vérifier avant l'émission des documents originaux. Après, il faut qu'on prenne en compte toutes les étapes DHL, vérification des banques en France, mais aussi à l'étranger. Donc tout ça, en moyenne, c'est entre 21 et 25 jours. Et quand vous vendez vous expédiez vers le Maghreb, le délai de transit, c'est maximum 14 jours. Donc on voit déjà le coût que ça peut engendrer. C'est l'immobilisation du bateau, les frais de stockage, qu'on doit négocier des délais supplémentaires avec les compagnies maritimes pour le retour des containers. Donc tout ça entraîne un mécontentement de nos clients parce qu'ils n'ont pas les documents pour dédouaner. Ça entraîne des coûts et le stress pour tout le monde. D'où l'intérêt de digitaliser et sur le schéma, vous voyez, avec les documents dématérialisés, on peut raccourcir à J+7 la validation totale de l'opération avec le financement. Et on pense que c'est au début. Et je suis convaincu qu'on peut faire encore mieux. Descendre à 5 jours. Donc d'où l'intérêt, vous voyez l'écart, là, avec ce schéma-là, tout le monde est gagnant, on limite les coûts, le client récupère les documents plus tôt. Donc tout le monde est gagnant. Ensuite, donc nous, on a identifié un corridor test. On a un flux de business avec le Maroc, et c'est là où le transit time il est vraiment très court, et c'est pour ça qu'on a choisi cette destination pour le test.
Donc le Maroc n'est pas complètement prêt à tous les niveaux. En revanche, côté banque, nos clients sont très ouverts, ils sont très motivés. Les banques au Maroc, tout le monde est motivé pour démarrer l'expérience. Mais il reste encore quelques contraintes, notamment au niveau des plateformes. Il faut qu'elles soient acceptées aussi par les banques locales. Donc ça, s'il y a 2 points là. Et puis le Maroc, sur le slide suivant, vous verrez, mais il y a encore la douane n'est pas encore prête. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, vous voyez, la douane aujourd'hui, jusqu'à présent dans les discussions, ce que j'avais signalé dans les ateliers sur le marché, c'est on parlait beaucoup de la loi en France, on parlait des exportateurs français, mais à un moment on dit ok, mais tout le monde est d'accord pour avancer en France, en Europe, mais quid de l'autre côté? Est-ce que les autorités locales au Maroc, ils sont prêts pour ça, ils sont ouverts, en sachant qu'aujourd'hui, ils veulent toujours les documents papier. Nos clients ne peuvent pas dédouaner sans la facture papier. Donc c'est pour ça, là c'est au-delà, il y a des initiatives côté banque, côté ITC, mais les autorités locales doivent valider ces initiatives et doivent adhérer à ces initiatives. C'est pour ça, nous on a sollicité l'ambassade de France, le service économique, pour qu'ils fassent le travail qu'ils interviennent à titre de la diplomatie et qui entrent en contact avec le ministère des Finances, avec la douane locale, pour faire avancer le sujet. Un gros point positif, c'est ICC est très présente et ICC local au Maroc intervient aussi, a pris en charge ce sujet et il y a une accélération qui est en cours et je pense que d'ici 2 mois, on pourra démarrer le test. Ok. Merci Chung pour cet exemple et encore une fois un adhérent qui le vécu, l'expérience qui est irremplaçable. Merci beaucoup messieurs pour cette présentation. Et on a justement Lila qui nous dit il est 11h58. On voit que le sujet est passionnant et on a affaire à des présentateurs passionnés et c'est tant mieux. Et Lila qui nous dit pour le Maghreb, le traitement des banques est primordial, d'autant plus que la franchise de stockage au port en Algérie n'est que 15 jours. Tout à fait. Non, c'est pour ça. Ça amène une remarque sur la remarque. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça on a choisi ces destinations pour le test parce qu'on a un vrai intérêt financier, parce que les coûts ne sont pas négligeables. Oui, moi je pense que c'est une très bonne option. C'est une très bonne option de travailler justement sur des zones où il y a un intérêt immédiat en fait par rapport au transit time, par rapport par rapport au coût économique sur une opération donnée induit par encore le temps perdu sur du papier, quoi. Bien sûr. Et donc c'est évident, on voit l'intérêt, mais moi la remarque que je voulais poser une question, mais il est 11h59, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? Les acteurs économiques, visiblement, dont vous faites partie, dont nous faisons partie tous, ont cette volonté, mais est-ce qu'il y a une vraie volonté politique? Je dirais, on le voit d'état par état de rentrer dans cette digitalisation du trade. C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que aujourd'hui, Jean-Michel a bien montré les étapes et les obstacles, la course d'obstacles qui a été lancée. Et aujourd'hui, on peut se demander, même si des gens comme la SEC, comme nous-mêmes, comme tous les acteurs, on souhaite accélérer cette digitalisation, est-ce qu'il y a une vraie volonté de le faire, compte tenu d'un contexte géopolitique, encore une fois, assez incertain? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est votre sentiment dessus, et avant de conclure. Pour ma part, en fait, dans les discussions que j'ai, on sent qu'il y a une vraie volonté d'avancer quand même sur le sujet. C'est vrai que c'est les années précédentes, on en parlait, mais ça restait assez abstrait. Mais là, on voit qu'il y a une vraie volonté d'avancer. Et il y a beaucoup, en fait, les tests se multiplient. Il y a, pour l'instant, encore dans le commodities, mais et moins sur les biens d'équipement comme nous, mais on voit qu'il y a quand même une volonté d'avancer sur ce sujet-là.
D'accord. Ouais, Jean-Michel? moi, je suis du même avis en fait, et il y a de la digitalisation en fait, des opérations de trade, mais il y avait aussi la volonté de passer à la facture électronique. Il y a aussi l'Union européenne en fait qui impose maintenant de communiquer un certain nombre de données électroniques sur les transactions. Donc, comme il y a un intérêt politique en fait pour récupérer plus de données, il y a une volonté politique dans certains pays, en tout cas, d'accélérer le mouvement. Mais comme le disait Chang, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut que tous les pays avancent à peu près en même temps. C'est-à-dire que c'est bien, par exemple, qu'il y ait une volonté politique en France, mais si la réglementation douanière marocaine n'évolue pas, on va se retrouver devant un obstacle. Évidemment, évidemment. C'est clair. C'est ensemble qu'on réussit et c'est bien la devise du club. Donc, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Vous pouvez poser des questions. On nous demande aussi si on peut faire suivre la présentation. Oui, bien sûr, on pourra le faire. Et vous pouvez retrouver Chung, comme je le disais, sur l'app du club, si vous êtes adhérent uniquement, bien sûr. Et vous pouvez bien sûr nous interpeller et échanger avec nos chargés d'affaires, entreprises et internationaux, pour toutes les questions que vous voudrez nous poser. On sera à votre disposition. Il est 12h02, il est l'heure de conclure. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire dans un mois, qui fêtera un anniversaire là aussi. Ce ne sera pas les 40 ans du club, mais ce sera les 20 ans de l'entrée dans l'UE de pays comme la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, les pays baltes ou la Slovaquie. Et nous reviendrons sur cet anniversaire et sur l'intérêt aujourd'hui que cela peut revêtir. Merci Chung, merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour vos présentations et votre expertise. Et je dis très bonne journée à tous, à toutes et toutes. Et retrouvez-nous sur l'appli ou sur le site avec un grand plaisir. Merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.